En dessous de l'école, tout ce qui s'est construit maintenant en extension de l'école et en habitation, c'était des champs de vignes. Il n'y avait quelques rares habitations, hein, mais sinon c'était la campagne. Lorsque je suis né, c'était la terre encore battue, quoi, voilà. On avait des chevaux, des charrettes qui passaient. Le village était plus petit, il était centré surtout sur ce qui existe maintenant avec le vieux village. C'était boisé, il y avait un sentier qui nous permettait de descendre des roches, d'accéder au stade en toute sécurité. Le village s'arrêtait à la coopérative, en gros. Après, à part l'hôpital, il n'y avait plus rien. Où on a notre maison qui se trouve au-dessous de l'école. Hein. Il y avait des vignes, où il y a le parking actuel, c'était des vignes. Le parking n'existait pas à l'époque. Hein. Moi, quand j'étais jeune, le parking s'arrêtait là, à la limite. Hein. Avant, c'était du vide, quoi. Donc, ça a été comblé au fur et à mesure, quoi. Tout ce qui est Belle-Lame, Sigou, tout ça, au fur et à mesure, ça s'est bâti. Alors que nous, avant, c'était des coins où on allait courir. C'était les bois, c'était la garrigue. Il n'y avait que des champs. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre enfance à Pierrefeu? Il faut bien s'imaginer qu'il n'y avait pas la télévision, il n'y avait pas le téléphone, il n'y avait pas le portable, bien entendu, il n'y avait pas Internet. Donc nous, c'était vite fait. Le matin, tu te levais, quand tu avais déjeuné, tu allais dans les jours de beau temps, mais tu allais t'amuser dans la rue. Hein. C'était l'époque du hula-hoop, des osselets. Voilà, on passait notre temps comme ça. Le jeudi, on allait à la colline. On construisait des cabanes, on apprenait la flore, à ramasser du bois, les champignons, les fruits sauvages. Tout était à nous, quoi. Il y avait très très peu de voitures, pour ne pas dire pas de voitures. Donc c'est une époque où on apprenait à faire du vélo dans les rues, on apprenait à faire du patin roulade dans les rues. On partait du lotissement La Juliette qui est au-dessus des immeubles et on descendait jusqu'aux immeubles, c'est-à-dire jusqu'à la maison des jeunes, l'espace Jean-Villard maintenant, en patin roulette. Et on avait des collègues qui surveillaient les voitures, qui faisaient attention, et voilà. Le haut du village, le bas du village, bon, on se faisait pas la guerre, mais toi tu es du haut du village, toi tu es d'en bas, etc. C'est pas l'époque féodale, mais bon, on était attachés chacun à son quartier, à sa rue, quoi. Ouais. Les clairettes venaient de se construire, les cèdres venaient de se construire. C'était des nouveaux lotissements. Donc c'est vrai qu'on ne se fréquentait pas beaucoup. On était en bas, on restait en bas, à Saint-René. Il ne fallait pas qu'on monte, je ne sais pas pourquoi. Ne montez pas en haut aux roches, ne montez pas les parents. On restait en bas dans le quartier. Des fois aux immeubles, il y avait un petit peu de montant, un peu des bagarres. Ou alors quand ils s'amusaient, ils faisaient des équipes, les gens du haut contre les gens du bas. C'est-à-dire les gens du bas, c'était tous ceux qui habitaient aux immeubles et tout, parce qu'il y avait une population assez jeune quand les immeubles ont été construits, quoi, voilà. Quand on se rencontrait, les jeunes, alors qu'on était à l'école toute la semaine ensemble, c'était pour faire la guerre. Du coup, le quartier bas, c'est-à-dire Saint-René, le Logis, sont des quartiers emblématiques de Pierrefeu, Saint-René notamment. Ils montaient envahir le quartier haut et un coup, c'est le quartier haut qui descendait envahir le quartier bas. Il y avait le milieu, en haut, vers la chapelle, on appelait le quartier Bikini, ou Sainte-Croix. Sainte-Croix parce que la chapelle, elle dominait ce quartier. Et comme il y avait la croix, la chapelle Sainte-Croix. Est-ce que vous faisiez du catéchisme ou pas? Obligatoire. Pendant 3 ans. Après communion. La messe, la communion, on obligeait tout. On faisait. Je servais la messe avec l'aube, le petit calot et l'encensoir. J'ai été au catéchisme, j'ai servi la messe, bien sûr, oui. À l'époque, on faisait ça dans l'église, c'est-à-dire qu'à la fin de la messe le dimanche matin, le curé nous rassemblait au premier rang de l'église et on faisait le catéchisme, bien entendu. Le lundi, on y allait en haut à la chapelle. Et on descendait, tous à pied, on descendait à l'église.
Mais j'allais à l'église, ça me dérange pas d'aller à l'église. Pendant des années, il y a eu des prêtres qui étaient très sympas, on pourra dire, qui se mêlaient à la jeunesse et à la population. Hein. J'ai connu le curé parce que j'ai fait ma communion, hein, donc un gentil monsieur, qu'est-ce qu'on rigolait. Un curé qui était, bon, qui était aussi très sympathique, pas essentiellement tourné sur que la religion. Il habitait dans le presbytère et il avait comme locataire des chats, des pigeons. Le jeudi après-midi, le matin, on s'amusait au cow-boy près de la chapelle, et à l'après-midi, on n'avait rien à faire, on était tout le temps 22h30, et il nous amenait au bord de la rivière. Au bord de la rivière du Ral-Martin, en bas du village, et on appelait ça le pissadou. Et on allait se baigner au pissadou. Un pissadou, c'est ce qu'on appelle, bon, en français, un bon français, un pot de chambre. Alors, pourquoi ça s'appelle le pissadou? Parce que c'est pareil, c'était un trou entre des rochers, et on se jetait d'un côté, on traversait. Quand on allait à la rivière, qu'il nous disait à 5 heures, ça voulait dire en rang, on rentre. Et il tapait une fois, pas deux. Sinon, le jeudi suivant, on pouvait l'attendre. Le jeudi, nous, on s'amusait au cow-boy en haut à Sainte-Croix, où il y a la chapelle, avec le bon puits et tout. Nous, c'était notre jeu notre terrain de jeu. Et de temps en temps, il arrivait que ma grand-mère me dit « Ah ben tiens, demain matin, il faut qu'on aille ramasser des sarments. Ou demain matin, il faut qu'on aille tourner le foin. » Alors là, il n'était pas question de dire non. Hein. Très jeune, on pouvait faire les vendanges. Hein, et dès l'âge de... J'avais 15 ans, je pense. J'ai fait les vendanges et je les ai fait pendant des années. Jusqu'à plus de 20 ans. Le 15 septembre, on faisait les vendanges jusqu'à la rentrée scolaire, qui était le 15 octobre. On venait nous chasser au village sur la charrette du cheval. Tout le monde embauchait les signes et on allait couper à la main le raisin. Il n'y avait pas tous ces outils qu'on a maintenant, les vendangeuses, tout ça. C'était donc fait à la main et il y avait les porteurs. Il y avait les coupeurs et les porteurs. Il n'y avait pas le seau en plastique, on portait les cornues à deux. On basculait dans la benne, dans la charrette, ou alors on chargeait les cornues, puis on allait vider les cornues une par une à la cave coopérative. C'est dur la vandage. Vous êtes baissé tout le jour. Et le soir, vous allez vite vous coucher parce que vous êtes crevé. Comme il y a pas mal de domaines à Pierrefeu, beaucoup de viticulteurs, il y avait beaucoup de vendangeurs. Pierrefeu était animé quand il y avait les vendanges. Toutes les années, ils venaient les mêmes équipes d'Espagnols. Après, ils venaient dans le village le dimanche après-midi. On avait un fichier d'étrangers parce qu'on avait beaucoup de saisonniers. Il y avait des Tunisiens et surtout des Marocains. C'était joyeux, il y avait des repas, il y avait les chants, les danses le soir. Il y avait le grand repas. Oui, après les vendanges, il y avait quelqu'un qui préparait le repas pour les vendangeurs, pour tout le monde, et c'était la fête. Hein. Il n'y avait plus de raisins à couper, il n'y avait plus qu'à manger. Tout le monde venait, fatigué mais content que ce soit fait. C'était convivial et ça entretenait des liens d'amitié qui étaient très forts. Il n'y avait aucun anonymat entre les propriétaires et les employés. Aucun anonymat, on s'aimait mutuellement. On mangeait ensemble, ouais. C'était assez festif aussi, ouais. Assez joyeux, assez convivial. Et en général, c'était copieux. Hein. Chaque vigneron faisait son repas. Celui que j'avais, de temps en temps, il nous faisait ce qu'on appelle les esquichons. Il partait chez le boucher, il prenait des tranches de petits salés, il nous les faisait. Voilà, c'était... En plus, il y avait une très bonne ambiance et ça se passait très bien.
Pierrefeu, on avait de bonnes caves de vin, hein. Une bonne coopérative, hein. Un bon vin. Je me souviens avoir toujours vu le château Lomérade. Je me souviens toujours avoir vu le domaine Château-Montaut. Dans le monde viticole, Pierrefeu a toujours eu une place à part, quoi. La commune de Pierrefeu est très étendue en ce qui concerne tout ce qui est vignoble. Voilà, c'est un terroir, Pierrefeu. Je pense que c'est le sol qui donne du bon raisin. C'est les agriculteurs qui en prennent bien soin. Et après, c'est la technique qui fait le reste à la coopérative. Aujourd'hui, c'est devenu quelque chose comme je dirais, d'important même. Et comme on a du vin de qualité, ben, ça demande des compétences, hein, et que tout le monde y mette du sien, quoi. Comment étaient les écoles avant? On avait à l'époque, vous voyez, les deux écoles primaires. Il y avait le mixte, un qui était pour les garçons et l'autre pour les filles. Séparés par les toilettes, et au milieu, il y avait la maternelle. Avant, l'école maternelle était dans l'école primaire. Moi, je suis allée là. En maternelle, c'est là où j'ai eu mon premier choc émotionnel. On nous a séparés, ma sœur de poussette. On était tout le temps ensemble. Voilà. Et arrivé à l'âge de 6 ans, on nous a séparés. Et Gisou, je l'entendais pleurer d'un côté et elle m'entendait pleurer de l'autre. On était vraiment séparés. On n'avait pas les mêmes profs. Les garçons avaient des hommes, les filles avaient des femmes. On ne se mélangeait pas. Il y avait M. Carmagnol comme directeur d'école des garçons. Il y avait Mademoiselle Guettet qui était la directrice de l'école maternelle. Et il y avait Mademoiselle Lambert qui était la directrice de l'école de filles. Et je me rappelle, chez Madame Ventre, qui était une maîtresse de primaire, chaque fin de semaine, elle nous faisait cirer les bureaux. C'était les bureaux en bois, elle nous faisait cirer les bureaux. Il y avait encore les encriers, avec le stylo plume. On trempait les mouches dedans. Et on les faisait courir sur le cahier des voisins. On commençait nos journées d'école par l'instruction civique, hein, ou une leçon de morale, quand on arrivait le matin. On apprenait la politesse. On devait saluer toutes les personnes âgées, enfin d'âge, que l'on croisait. Bonjour monsieur, bonjour madame. L'instruction civique, ouais, ça c'est important. On nous apprenait comment être poli, on se levait pour dire quand le maître rentrait dans la classe. En fin d'année, nous avions droit à des prix. Ça voulait dire que dans ces matières, on était, celle qui avait ça, c'était la plus forte de la classe. J'ai toujours eu le prix de camaraderie. Mais pas de français ni de calcul, non. Quand on rentrait en troisième. Après, si on travaillait bien, on passait en deuxième. Et puis la première. Et la première, au bout de l'année scolaire, on avait droit au certificat d'études primaires. Au certificat d'études primaires, qui était le gage d'un bon bagage et permettait à l'époque de passer des concours et de trouver des emplois à partir de 14-15 ans. À 14 ans, on passait le certificat d'études. Après, je n'ai plus allé à l'école. J'ai voulu travailler avec mes parents. On n'allait pas au lycée comme maintenant, c'était pas pareil. L'école était obligatoire jusqu'à 14 ans. Et après, vous alliez travailler. Ma mère, elle ne pouvait pas nous nourrir. À cette époque-là, elle ne travaillait pas non plus. Elle faisait les campagnes comme moi, elle nous menait faire les campagnes. Elle a été construite, l'école de Pierrefeu, en 1900, début 1900, rien qu'avec les revenus du liège de la forêt. Ça, ma grand-mère, elle me le racontait. Il y avait beaucoup de chênes de liège et il y avait 2 messieurs de Pierrefeu, 2 personnes qui étaient très âgées pour l'époque d'ailleurs, qui venaient et qui ramassaient sur les arbres. Mon grand-père me disait, il faisait du rusquet. C'est le liège qu'on lève derrière, voilà.
Il faisait le rusquet. Alors des fois, il restait 2 ou 3 jours de venir à la maison. On appelait ça les bouscatiers en provençal, c'est-à-dire les leveurs de liège qui faisaient ce travail, mais c'était très difficile. On avait une usine qui fabriquait les bouchons et ça faisait travailler tout le village. Elle était où il y a la grignotière, hein. Là où ils ont fait le parking, où il y a la salle des marauds, salle des tonneaux. Et tous les matins, on voyait les gens qui défilaient, qui allaient travailler, hommes et femmes. La moitié du village, ils ont fait travailler tout le monde. La mono-industrie du village de Pierrefeu. Déjà, ils étaient bien contents de venir travailler au bouchon. Il y avait, entre-temps, il y avait les campagnes, mais il n'y avait pas tout le temps. Hein. Pas tout le monde voulait aller à la campagne non plus. Et les bouchons, on travaillait toute l'année. Hein. Avez-vous connu la bouchonnerie? J'ai fait des bouchons. J'ai même fait un doigt au bouchon. Je suis rentrée à 16 ans. À la sortie de l'école, on nous portait dans les plaques de liège. Il y avait un monsieur qui coupait des bandes à la machine. Et nous, tout le jour, on pédalait, on faisait les bouchons dans ces bandes. Tout le jour, on faisait ça et on pédalait. Les hommes, ils travaillaient la nuit. Moi, mon père, il avait travaillé. Il était jeune. Il faisait bouillir le liège la nuit. Il y avait beaucoup de gens qui travaillaient. Mais petit à petit, il y a des personnes qui ont passé des concours à l'hôpital et qui ont intégré l'hôpital. Comme infirmière, comme aide-soignant ou comme agent de service. Je suis rentrée à l'hôpital, j'ai fait l'école d'infirmière et ensuite j'ai fait 28 ans à l'hôpital. Le centre hospitalier a employé un nombre incalculable de pierrefeuquins, de générations de pierrefeuquins, de familles entières de pierrefeuquins. Économiquement, c'était une richesse énorme. On travaillait à Pierrefeu. C'est vrai que ça employait beaucoup de personnes au niveau du canton et même un peu plus, parce qu'en fait, il y avait l'école d'infirmiers. C'était quand même un pôle attractif et bon, qui donnait du travail à beaucoup de gens. Hein. Ils recrutaient, ils prenaient des gens de Toulon, de partout, de Draguignan, de partout. De Pierrefeu, en majorité, et de Quers, parce que c'était un peu politique quand même à l'époque. Donc il fallait embaucher aussi les gens, et c'est normal. Hein. C'est les docteurs de l'hôpital qui donnaient des cours. Et on travaillait, il y avait la paye, et à mesure, ils faisaient les cours. Il y avait beaucoup de femmes qui travaillaient à l'hôpital psychiatrique. Le mari, il avait quelques hectares de campagne, il faisait s'occuper des campagnes. C'était l'hôpital qui était le plus gros employeur. Quand je suis arrivée, il y avait 900 malades. On disait qu'il y avait plus de malades à l'hôpital que d'habitants dans le village de Pierrefeu. C'était le village des fous. Est-ce que vous pourriez un peu plus nous parler de l'hôpital, comment c'était à l'intérieur? Il y avait 2 côtés, autant que je me souvienne, hein, l'administration en rentrant. Dans chaque secteur, il y avait différents pavillons. Il y avait le pavillon des hommes, des dames, et tout à fait au fond, des enfants. Et là, maman y a travaillé. C'était pas... C'est très dur. Très, très dur. Ça criait beaucoup. C'est vrai qu'à l'époque, il n'y avait pas trop de médicaments. Hein, donc, c'était pas encore bien... c'était pas encore bien stabilisé. Il y avait des moments et des nuits où ça hurlait sans arrêt. Des dortoirs. Il vaut mieux pas en parler. Il vaut mieux pas en parler. À l'époque, l'infirmière, elle faisait tout. Là, hein. Il n'y avait pas de femme de ménage, il n'y avait pas de femme de service, quoi. Donc c'était l'infirmier ou l'infirmière qui faisait nettoyer les locaux, qui faisait la toilette aux personnes, faisait manger, lui donnait les médicaments. Ils recevaient les médicaments dans des grandes bouteilles, des grands bocs, des bacs ou quoi. Et il fallait qu'ils fassent la gélule, qui pèse chaque fois.
T'en as j'ai lu le poids qu'il fallait. Ça ressemblait plus à vol au-dessus d'un nid de coucou à l'époque, ou la camisole et tout ce que vous voyez, que ce qu'on voit aujourd'hui, où il y a des prises en charge qui sont complètement différentes. C'était pas encore la psychiatrie ouverte, c'était pas... ça, c'est intervenu beaucoup plus tard, là. Depuis que je suis arrivé à l'hôpital il y a maintenant 25 ans, j'anime l'atelier jardin et en fait j'essaye de participer aux soins du lundi au vendredi. On a des créneaux spécifiques avec les enfants, les adolescents, les personnes âgées, les adultes, pour ensuite en fait créer un lieu de vie, là, le jardin, quoi. Tout ce qu'on produit, on le plante et on aménage un jardin, quoi. Bien avant que j'arrive, c'était un hôpital qui vivait en autarcie, donc il cultivait pour se nourrir, je pense. Bon, après, nous, ça a changé de projet, c'est devenu plus thérapeutique. C'est un hôpital qui vivait sur lui-même, hein, en autarcie, il avait ses jardins. Il vivait avec ce qu'il produisait. Et donc il y avait des patients qui allaient, on appelait ça les travailleurs, qui allaient, alors le matin ils partaient travailler au jardin, ils partaient travailler, aller voir les cochons, et puis ils étaient payés, ils avaient un pécule. Ils avaient un élevage de porcs, de cochons, assez important, puisque on tuait 5 porcs par semaine pendant le temps qu'il y en avait, quoi. On les tuait sur place parce qu'il y avait un petit abattoir là-bas aussi, juste près du stade de foot là. Il y avait des bouchers à la cuisine. Des bouchers, des cuisiniers, ils faisaient tout sur place. À l'hôpital, il y avait une chapelle, il y a une chapelle, une église, et on accompagnait les patients aussi. Il y avait une salle qui servait de théâtre. Une fois par an, il y avait un week-end où c'était la kermesse. Alors c'était porte ouverte. Des visiteurs pouvaient franchir la porte pour aller se divertir en bas, au contact des patients, qui en fonction de l'unité dans laquelle ils étaient, tenaient des attractions. Alors c'était le jeu de massacre, c'était des trucs comme ça. Il y avait un petit orchestre qui était composé la plupart du temps d'infirmiers, de soignants. On participait avec les malades, on les faisait chanter, on fêtait les anniversaires, les fêtes, le carnaval. C'était joyeux, c'était très joyeux. J'ai souvenir, c'est qu'on avait beaucoup de patients qui, dans le village, se promenaient. On a des patients qui font partie de la population. Et moi, je suis autant amoureuse de mon hôpital que de mon village. En plus de l'hôpital, il y avait un sanatorium qui, lorsque je suis arrivée, fonctionnait. Il ressemblait un peu à l'hôpital, mais avec des bâtiments plus grands. Il avait été construit pour les familles des malades psychiatriques qui étaient hospitalisés, pour pouvoir les loger. À l'origine, c'était 2 bâtiments face à face. Et quand c'est devenu un sanatorium, c'est devenu un grand bâtiment tout en longueur, où il y avait 4 étages, où il y avait des patients, bien sûr. Ils soignaient, à l'époque, des gens qui avaient eu la tuberculose ou des trucs comme ça. Mais ça faisait un pôle d'intérêt aussi, de travail important sur le village. Donc il y avait du monde là. Et il y avait des logements du personnel. Il y avait des chambres, avec terrasse et tout, c'était beau. Où il y avait un jardinier qui était attitré, c'était mon beau-père, tiens. Le sanatorium, je l'ai connu avec ses patients, ses repas, la salle de cinéma, la grande bibliothèque magnifique qu'il y avait, quoi. Et ses jardins, sa salle d'opération. Donc il était à ses côtés comme établissement. Il y avait des gens qui venaient se faire hospitaliser et qui n'étaient pas forcément du coin. Au sanatorium, il y avait à peu près entre 150 et 200 patients. Il couvrait à peu près 4 hectares. Et après, c'est devenu un centre de pneumologie
jusqu'en 92, où on a été racheté par l'hôpital de Toulon. Et là, on est devenu ce qu'on appelle maintenant un SSR, c'est-à-dire un soin de suite et de réadaptation pour des personnes âgées. Et après, en 96, on a fermé l'hôpital. Le sanatorium, il était là où ils ont fait plein d'immeubles maintenant. L'écoquartier du Réal Martin, avec plein de constructions. Hein. Je crois qu'il y a 200 et quelques logements. Pierrefeu, c'était l'hôpital, la base, un peu les campagnes, bien avant la bouchonnerie également. Les pierrefeuquais travaillaient pas essentiellement, non, mais beaucoup entre l'hôpital et la base. La base de Cuers-Pierrefeu, sachant que quand même la plupart des ateliers sont sur Pierrefeu. On dit souvent la base de Cuers, mais c'est surtout sur Pierrefeu que les ateliers ont été construits. Il est vrai que l'entrée se fait côté Cuers, mais sur les 170 hectares que comprend cette entité, 150 sont sur la commune de Pierrefeu. C'était le deuxième plus grand employeur après l'hôpital. Il y avait énormément de gens du village qui travaillaient. D'ailleurs, il y avait les cars le matin qui venaient chercher les ouvriers pour la base. Tout ça, ça faisait de l'animation. Hein. Des filles à Pierrefeu comme il y en a qui se sont mariées avec des militaires. À l'époque de la base aéronautique, il y avait 2 grands hangars en fer dans lesquels se trouvaient les deux dirigeables. Le Dixmude d'une part, qui était militaire, et le Méditerranée, qui avait à vocation, je crois, plus civile. Le dirigeable, moi je l'ai vu à la base, à Cuers, sur place. On nous avait menés avec l'école, le voir. C'était un morceau, hein. Il n'y avait plus le 18 qui avait toujours le hangar à la base. Ça, on le voyait de Pierrefeu, on le voyait le hangar. C'était 2 hangars immenses, immenses. Il devait y avoir beaucoup d'ateliers différents et bruyants sous ces hangars-là. Hein. Le Dixmude, c'est l'emblème du village quand même. On l'honore toutes les années. C'est l'emblème de Cuers-Pierrefeu. Hein, un peu. Il a été pris dans un orage au large de la Sicile. Il a explosé en vol. Bien entendu, c'était de l'hydrogène. On n'a rien retrouvé. En hommage, on a monté ce monument qui est le symbole de l'aéronautique, parce que justement, le Dixmude, c'était l'aéronautique. Comment s'est passée la guerre? La guerre, ça a été vraiment une épreuve. Vous savez, j'ai eu faim. J'étais gosse, j'ai eu faim pendant la guerre. On s'est débrouillé avec un peu de campagne. On faisait des pommes de terre, on faisait avec, comme tout le monde. Les plus malheureux, c'était ceux qui n'avaient rien que, bien sûr. Pendant la guerre, on a fait ceinture. Hein. C'était tout compté, c'était tout pesé. Tu avais un ticket pour prendre une baguette et tu n'en prenais pas 2. C'était une ration. On appelait ça le ticket de rationnement, ça te donnait une ration de quelque chose. Les Allemands, ils étaient à la base de Cuers, les Allemands. Ils allaient bombarder Carnoul, la gare de Carnoul. Il y avait la sirène qui sonnait. On partait en courant, on allait à l'abri. C'était marqué abri. Sous la place Gambetta, il y a c'était l'abri. Je me rappelle qu'il y a un obus qui avait frappé dans la maison. Là. Il avait fait trop comme ça. À construire la buvette de la mairie. Là. Mes grands-parents habitaient juste à côté du presbytère. Longtemps, dans la façade, il y a eu des empreintes de mitrailleuses dans la façade. Est-ce que vous avez connu du coup la libération de Pierrefeu ou pas? D'abord, on a vu les militaires, les chars d'assaut, les camions avec les militaires dessus. Ils tiraient sur le camp d'aviation, parce qu'il y avait les Allemands qui étaient là-bas encore. Ils ont essayé de rester encore un peu. Il y avait la mairie et le cinéma. Et nous, on avait l'abri en face. Et quand au débarquement, on est sorti de là et on a vu passer tous les Américains, tout ça. Moi, j'étais dans la rue et j'ai appelé ma mère. J'ai dit, maman, viens voir, il y a des soldats qui arrivent. Et ma mère me crie, rentre à la maison, parce qu'on ne sait pas qui ils sont.
Et c'était les Américains qui arrivaient. On a été libérés le 16 août. C'est là que j'ai appris à manger du chewing-gum. Parce que les Américains, quand ils ont débarqué, on descendait sur la place du village et ils nous envoyaient des chewing-gums. Ils étaient dans les fourgons, dans les camions militaires. Là. On leur a apporté des fruits, parce qu'ils avaient des... Et eux nous donnaient des chewing-gums, du chocolat. Après la libération, on a été heureux pendant 50 ans et plus. Comment c'était avant les fêtes à Pierrefeu? La fête, c'était... Oh là là! C'était de le bal, la fête. On attendait ça toute l'année. On n'avait que ça, là aussi, nous n'avions que la fête du village comme passe-temps. D'abord, les parents n'avaient pas la voiture. Si on voulait, par exemple, je sais pas, aller au bal ailleurs, on n'avait pas trop de moyens, pas de voiture. Ben moi, ça m'est arrivé avec 2 ou 3 amis de partir à Puget-Ville danser à pied, hein, et revenir à pied. Hein. Ça ne nous faisait pas peur à l'époque. Souvent, d'ailleurs, on revenait avec des talons à la main. C'est là qu'on faisait les rencontres, pas comme maintenant sur les sites internet. On l'attendait. Elle était, il y avait un monde à la fête du village. C'était très apprécié parce que c'était la première fête des environs. C'est le 2e vendredi de juin. Avant, c'était au moins 4 jours, 4-5 jours. À l'époque, c'était vendredi, samedi, dimanche et lundi. Ça commençait à 9h, on descendait toutes les rues du village, puis on était tous derrière, puis après on allait au manège. Les manèges qui se trouvaient tous en bas, parce qu'en bétail. Il y avait les forains qui venaient, et il y avait le bal. Le soir, il y avait le bal. Parce que nous, on avait une fanfare ici à Pierrefeu. Hein. Il y avait 2 grandes barres immenses, avec un machin comme ça. Il y avait marqué « Ici, on adoucit la fatigue aux cadences de l'harmonie ». Ça, je m'en suis toujours rappelé. Ce sont des habitants du village qui ont la chance d'apprendre le solfège et d'aimer la musique. Ils apprenaient des morceaux, une partie militaire, bien sûr, et après, de fantaisie. Voilà, des airs plus légers, des airs d'opérette, par exemple. Et ça, c'était l'harmonie municipale. On appelait ça des clics. Alors, il y avait le tambour, il y avait la trompette, il y avait tout. Et ils faisaient la musique avec les majorettes. C'était la clique. Et alors, ils étaient réputés, les majorettes de Pierrefeu. Hein. Et puis, il y avait les concours. Le concours de tango et le concours de valse. Il y avait les couples de Pierrefeu qui dansaient très très bien. On dansait sans arrêt. L'après-midi, le soir, on dansait sans arrêt. On apprenait pour l'année. Donc il y avait des manèges, il y avait des balles, et surtout la grande course cycliste, le Tour des 3 Pins. La course du village, ah ça alors, c'était le lundi de la fête. Ah ça alors, elle avait du prix. Hein. Il faisait le tour des 3 Pins et il montait par le cimetière. Il faisait je ne sais pas combien de fois le tour du village et on était partout, hein, tout le tour du village, il y avait des gens qui... on était là à regarder la course. C'était ouvert à tous ceux qui voulaient participer à la course. Il y avait des groupes importants hein, de coureurs. Il y avait un monde fou qui venait. Il fallait voir le monde qu'il y avait. De Colobrières, de partout, oui, venaient les gens. C'était la course cycliste qui était... les gens, ils s'en rappellent encore. Les rues étaient pleines, quoi. Il y avait des noms qu'on a retrouvés après dans le Tour de France. Des gens de hier, entre autres. Et nous avions un coureur qui s'appelait Monsieur Tessier, qu'on appelait Édouard, qui était sale comme un peigne. Et lui, c'était un ancien cycliste professionnel. Qui a couru le Tour de France. Et il avait un look particulier. Été comme hiver, il avait des bottes, une blouse bleue, et un béret. Et il distribuait le courrier dans les hameaux, etc. Toujours avec ça, à bicyclette. Toujours avec son vélo. Alors, de temps en temps, il faisait un tour, on entendait au micro, alors une savonnette si Edouard finit le tour de... Alors il finissait l'étape, il faisait le tour et on lui donnait une savonnette.
À la rue Jules Favre, en face de la place Gambetta. À cet endroit, c'était assez vivant dans le quartier. Bon, mais à l'époque, je pense que c'était vivant dans beaucoup de rues de village. Sur la place Gambetta, il y avait beaucoup d'anciens. Ils se retrouvaient sur des bancs et bon, ils refaisaient le monde, bien entendu. Hein. Je me rappelle, on ne fermait pas les maisons à clé. Le soir, on sortait les fauteuils devant la porte. Tout le monde avait sa chaise devant la maison. On s'assoyait dehors sur le trottoir, sur un fauteuil. On prenait le frais. On n'avait pas de télé. C'était une autre vie. C'était vraiment une autre vie. Le réseau social, c'était la chaise devant la porte et tout le monde blaguait avec tout le monde. Chacun racontait, pas sa vie, mais son histoire, sa galéjade du moment. Devant chez moi, où j'habitais, là, la maison mère, il y avait deux pierres, deux grosses pierres. Alors, il y avait toujours deux hommes, un assis là, l'autre assis là. Le soir, ça blaguait. Et les mamans, certaines mamans, ils tricotaient, ou les mémés, dehors, dans la rue. Hein. Dans les quartiers, on se connaissait tous. Ah, c'était bien. On était moins nombreux, tout le monde se connaissait dans le village. Il y a 60 ans, on se connaissait tous. Il y avait beaucoup d'échanges avec les gens. Ces échanges intergénérationnels, on voit plus ça maintenant. Les jeunes de 15 ans, ils vont plus faire un brin de conversation avec les personnes âgées. Mon village, c'est plus le même. Hein. D'ailleurs, c'est plus vraiment un village. Ça a beaucoup changé les choses. Il y a des choses que ça a changé en mieux et d'autres que ça a changé pas en mieux. Hein. Où est le juste milieu entre hier et aujourd'hui pour se rapprocher le plus de l'idéal? Je crois que chaque période a été un idéal et sera toujours un idéal. J'aime bien ce village parce que c'est tranquille et j'apprécie. J'apprécie la modernité qui se fait. C'est mon village, c'est normal que je l'aime. En plus, il est beau, très élargi. Mais il est beau quand même. Il n'est pas parfait, loin de là. Mais enfin, tu sais, quand on est de quelque part, on trouve toujours que c'est le plus bel endroit. J'ai toujours été habitué, puis je ne changerai pas. Hein. C'est là où j'ai mes souvenirs d'enfants, de famille, de plaisir, de chagrin. Ça me tient en vie. Je réfléchis à mon passé, aux bons souvenirs, aux mauvais souvenirs, parce que des mauvais, il y en a toujours, ça c'est sûr. S'il n'y avait que des bons, je crois que ça n'existerait pas. C'est mon village, voilà. Même si je l'ai quitté, quand je partais avec mes parents, je faisais tout le tour, je pleurais, c'est mon village. Moi, c'est pareil. Je suis heureuse que mes enfants y soient, mes petits-enfants aussi. J'avais tous mes souvenirs de mon enfance, mon adolescence, etc. Donc je tenais, j'avais des attaches au village. Donc tous mes copains, mes copines. Je travaillais à la Seine et c'est vrai que je suis heureuse d'être revenue ici. Quoi, parce que c'est la paix, on est bien, les gens, j'adore. J'y suis née et je crèverais parce que j'ai toute ma famille qui est enterrée. Ma mère, mon père, ma grand-mère, toute la famille, mon mari. J'y suis né, j'y ai vécu. C'est vrai que, peut-être un peu chauvin, mais il fait bon vivre. Le village est agréable à vivre. Hein. Moi, je crois qu'on est dans un village quand même privilégié. On connaît un, on connaît l'autre, on dit bonjour, on blague un moment. Voilà. Et ça, cette sociabilisation, c'est quand même super important. Moi, j'y suis attachée. On ne fait pas de différence avec moi qui suis arrivée à l'âge de 18 ans. Quelqu'un qui est né ici. Je suis intégrée depuis très longtemps et je me sens Pierre Feuquène. J'y suis bien et je compte y rester jusqu'à la fin de mes jours, voilà.